Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Santa Muerte de Mark Dawson, lu par Stéphane Cornicard. Prologue. Adolfo González et ses hommes abaissèrent le haka. Ils formaient un demi-cercle autour des 3 4x4 immobilisés. On n'entendait aucun bruit, hormis le bourdonnement soporifique de la terre cuisant au soleil. La poussière chatoyait et l'air tremblait sous la chaleur. Adolfo observa leur travail. Les bagnoles fumaient, la tôle parsemée d'impacts. Elles avaient été réduites en charpie, les pare-brises défoncés par les balles calibre .416 des snipers. Les autres dégâts avaient été infligés par des automatiques. Les Italiens s'étaient pointés au rendez-vous dans leur énorme Range Rover qui coûtait une blinde. Vitres teintées, intérieur cuir, phare au xénon. Ils voulaient faire grosse impression. Frimer. Ça ne leur avait pas servi à grand-chose. L'un d'eux avait essayé de filer, mais il n'était pas allé bien loin. Les pneus du 4x4 à plat se vidaient encore de leur air dans un sifflement. La vitre avant avait littéralement explosé sous les projectiles. De la vapeur s'échappait du capot perforé. Adolfo regarda vers les collines. Il connaissait Samalayuca comme sa poche. Sa famille utilisait cet emplacement depuis des lustres. L'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Pour tendre une embuscade. Il avait positionné 3 de ses meilleurs snipers sur la crête de lave, à 800 mètres de là. Ils avaient creusé des tranchées abritées, dans lesquelles ils s'étaient cachés toute la nuit. Adolfo les vit redescendre de la crête. Le soleil brillait sur le métal sombre de leurs barrettes à canon long et ricochait en éclats aveuglants sur le verre des lunettes de visée. Il s'approcha de la Range Rover la plus proche, son automatique calé contre sa taille. Il n'était pas à l'abri d'une surprise, d'un miracle. Mieux valait être prudent. Il ouvrit la portière. Un des Italiens, avachi sur le volant, mort, bascula sur le côté. Adolfo le traîna hors du véhicule et le lâcha dans la poussière. « Dommage pour toi, pendejo. » Il vit 2 autres corps à l'arrière. Il passa derrière le 4x4. Un nouveau corps gisait là, visage tourné vers le ciel, bouche ouverte. La terre se gorgeait de sang rouge vif. Un nuage de mouches affamées planait en surplomb. Il rejoignit le 2e 4x4 et regarda le conducteur à travers la vitre. Celui-ci avait tenté de fuir. Il avait reçu une balle en pleine tête. Du sang recouvrait le tableau de bord, les sièges et les bouts de vitre qui tenaient encore. Il marcha jusqu'au 3e véhicule. 2 hommes à l'intérieur, tous 2 morts. Il revint au premier 4x4 et à l'individu gisant sur le sol. Il lui donna un coup dans les côtes de la pointe de sa chaussure. L'homme remua les lèvres. « Hein ?» L'homme éructa des borborigmes. Adolfo s'accroupit. « Comprends pas. »« Basta !» chuchota l'homme. « Ferma !»« Trop tard pour arrêter, cabron. Tu aurais dû y penser avant. » Il posa l'automatique et fit un signe à Pablo qui tenait la caméra vidéo et filmait ce qu'il posterait sur YouTube plus tard. Pour laisser un message. Donner matière à réflexion. Pablo approcha avec la caméra sans cesser de filmer. Un 2e homme apporta une machette à lame courte et la donna à Adolfo. Le mourant suivit Adolfo du regard. Sur un signe de leur chef, les sbires remirent le mourant sur ses genoux et le traînèrent jusqu'à un arbre. Du sang maculait son visage et dégouttait du bas de sa veste. Ils attachèrent ses chevilles avec une corde, puis jetèrent l'autre extrémité par-dessus une branche. L'homme chuta quand ils tirèrent, et ils continuèrent à le tracter jusqu'à ce qu'il pende, tête en bas. Adolfo saisit la machette dans sa main droite, attrapa de la gauche une pleine poignée des épais cheveux noirs de l'homme et tira en arrière, afin de dégager la gorge. Il fixa la caméra et se mit au travail. Email. 2. Censuré. A. Censuré.
Date censurée. Objet cartwheel. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, lors de notre réunion de la semaine dernière, vous avez demandé à voir un rapport détaillant les circonstances de la disparition de l'agent responsable de l'assassinat bâclé dans les Alpes françaises. Une copie de ce rapport est jointe à cet email. J'en profite pour vous redire que nous faisons tout notre possible pour localiser et récupérer cet agent. Il ne sera pas facile à trouver, pour les raisons déjà évoquées, mais soyez assurés qu'il ne pourra pas rester éternellement invisible. S'il y a une suite à donner, après que vous aurez lu ce rapport, veuillez me le faire savoir, comme toujours. Bien à vous, C. Début. Consultation ultra restreinte. Code G15. Publication Analyse situation. Description non applicable. Attribution interne. Distribution alpha. Traitement spécial orange. Nom de code cartwheel. Résumé. Après l'élimination insatisfaisante des physiciens nucléaires iraniens Yehia Moussa et Samira Najib, John Milton, alias numéro 1 G15, alias John Smith, alias Cartwheel, l'agent responsable, a disparu dans la nature. Localisation inconnue à l'heure actuelle. Milton est extrêmement dangereux et doit être récupéré sans tarder. Analyse. Extrait. Contrôle note que Milton a manifesté un désir de quitter le service à son retour à Londres après sa mission en France. L'entrevue aurait été houleuse et s'est achevée sur la suspension de Milton dans l'attente d'une évaluation et d'un bilan complet. Censuré. On a par la suite observé chez lui un comportement imprévisible. Il a entrepris d'assister à des réunions des alcooliques anonymes, très certainement en violation de ses obligations au titre de la protection du secret défense. Il a loué une maison dans une partie pauvre de Hackney, dans l'est de Londres, et aurait eu une liaison avec une mère célibataire, Sharon Warriner. Nous poursuivons notre enquête, mais nous pensons qu'il cherchait à aider le fils de Madame Warriner, Elijah, qui aurait évolué en marge d'un gang local. On ignore encore les motivations de Milton. Nous suspectons également que, du fait de cette intervention, Milton a joué un rôle dans la mort d'Israel Brown, rappeur célèbre connu sous le nom de scène de Risky Business, qui, à ce que l'on croit comprendre, aurait été l'éminence grise du dit gang. Censuré. L'ordre de réformer Milton a été donné il y a un mois. Un deuxième agent du G15, Christopher Callan, alias numéro 12, G15, alias Tripwire, a repéré Milton dans un club de boxe créé par un certain Dennis Rutherford pour les enfants du quartier. Callan a été dérangé par M. Rutherford au moment où il s'apprêtait à exécuter ses ordres. Dans la confusion, Callan a tué M. Rutherford et blessé Milton à l'épaule. Cela n'a malheureusement pas suffi à le neutraliser, et Milton a pu prendre le dessus sur Callan, le blessant par balle au genou pour prévenir toute poursuite avant de s'enfuir. Le LAPI l'a repéré en train de se diriger vers le nord dans une voiture volée. Il a été aperçu pour la dernière fois sur l'autoroute M62 en direction de Liverpool. L'hypothèse de travail étant qu'il est monté là-bas à bord d'un navire afin de quitter le pays. Censuré. L'analyse des évaluations psychologiques de Milton, jointe, suggère que cela faisait un moment que son état mental se détériorait. Les sentiments de culpabilité ne sont pas rares chez les agents du groupe 15, et Milton en faisait partie depuis une décennie. Il est regrettable d'être passé à côté des signaux d'alerte, mais cela peut se comprendre. Les résultats de Milton ont toujours été remarquables. C'était peut-être notre agent le plus efficace. Une analyse ultérieure nous a amené à conclure qu'il souffrait d'insomnie et de dépression, et qu'il revivait peut-être les événements passés. Si le diagnostic de SSPT a la cote en ce moment, nous sommes à présent raisonnablement sûrs qu'il est exact. Indépendamment de son état mental, Milton est bien trop dangereux pour qu'on l'ignore.
Il a joué un rôle essentiel dans plusieurs succès majeurs des services du renseignement britannique et de l'OTAN, qui n'ont pas tous été relayés dans la presse. Et sa valeur pour l'ennemi est difficile à évaluer. Les dégâts qu'il pourrait causer en rendant ses connaissances publiques sont pareillement incalculables. Fin. 2. Censuré à censuré. Date censuré. Objet Cartwheel. C. Merci pour le rapport. Je l'ai communiqué au PM, qui n'est pas, comme vous pouvez aisément l'imaginer, des plus satisfaits par son contenu. Vous êtes chargé de transmettre en personne son mécontentement à Contrôle et de rappeler à celui-ci qu'il est de la plus haute importance que l'on retrouve M. Milton et que son cas soit réglé. J'ignore quel petit euphémisme sordide choisirait notre ami commun, mais optons pour retraite. Rapidement, s'il vous plaît. Bien sincèrement, etc. James. Partie 1. Jour 1. Chapitre 1. John Milton descendit du car et entra sur le parking du premier restaurant venu. Il faisait chaud. Une chaleur cuisante, violente. Le soleil de midi dardant ses rayons sur Ciudad Juárez comme s'il avait une dent contre la ville. Le restaurant se trouvait en retrait de la route, derrière un vaste parking. Le bitume scintillant comme l'eau d'un aquarium. Une pancarte imposante, suspendue à un grand poteau, annonçait le nom du lieu. Casse del Mole. Il était bien situé, sur Col Chavena, et à proximité d'une bretelle de sortie d'autoroute, juste à quelques kilomètres de la frontière, assez près pour que l'endroit harponne les Américains intrépides se rendant dans le sud pour goûter à la vida loca. Il était entouré d'une demi-douzaine de gargotes similaires. Peintes dans des couleurs vives, pratiquement en ruine, leurs enseignes lumineuses allumées de jour comme de nuit, avec une poignée de voitures garées en dépit du bon sens sur le parking. Il s'agissait d'endroits affreux, avec de la nourriture infecte. Pas le genre d'établissement que Milton aurait choisi de fréquenter, mais leur personnel changeait si vite qu'il leur fallait toujours du sang neuf. Et il n'était pas trop difficile sur les personnes qu'ils engageaient. Anciens taulards, clochards, vagabonds, peu importe. Tant que vous saviez cuisiner, on ne vous posait pas de questions. De tels endroits attiraient les touristes et le trafic autoroutier peu regardant. Milton avait travaillé dans un boui-boui similaire, à Mazatlan, jusqu'à ce qu'il soit forcé de partir 2 semaines plus tôt, et il était prêt à parier que ce serait bonnet blanc et blanc bonnet. Ça lui irait parfaitement. Il traversa le parking et entra. L'endroit était vraiment un bouge. Pire encore en plein jour, quand la lumière qui pénétrait par les fenêtres marbrées de crasse révélait la peinture qui s'écaillait, les trous de souris dans les plinthes et l'épaisse patine de poussière déposée partout. Une femme était assise au bar et pressait une bouteille de bière humide contre son front. « Bonjour ». Elle hocha la tête pour toute réponse, ni amicale ni hostile. « Vous travaillez ici ?»« Je suis pas là pour mon plaisir, chérie. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je suis venu voir si vous recrutiez. »« Ça dépend de ce que vous faites. »« Je cuisine. »« Le prenez pas mal, chérie, mais vous ressemblez pas à un cuistot. »« Je ne suis pas mauvais. Donnez-moi une chance et je vous montrerai. »« C'est pas à moi que vous devrez le montrer. » Elle se tourna vers le grand vide du restaurant et hurla « Gomez, du sang neuf !» Milton vit un homme sortir de l'arrière. Il était gros, gras et mal en point, avec un ventre énorme, des bras et des jambes courts et un visage au teint terreux qui n'avait pas vu un rasoir depuis des jours. « Comment tu t'appelles ?»« Smith. »« Tu cuisines ?»« C'est ça. »« Où ?»« N'importe où. J'ai remonté la côte. Ensenada, Mazatlan, Acapulco. »« Et ensuite Juárez. Pas Tijuana. »« Tijuana est trop grande, trop californienne. »« Dernier arrêt avant les États-Unis ?»« Peut-être, peut-être pas. Vous êtes le propriétaire ?»« C'est tout comme pour toi, cabron.
Cet accent, c'est quoi? Australien? Anglais. Je viens de Londres. Gomez prit une bière dans le frigo, l'ouvrit. Tu veux une bière l'anglais? Non merci, je ne bois pas. Gomez s'esclaffa. Un rire soudain qui monta du tréfonds de son ventre et agita ses bourrelets graisseux ballants, sa bouche si grande ouverte que Milton voyait les marques noires de ses plombages. Tu bois pas et tu dis que tu veux bosser dans ma cuisine? Il repartit dans un éclat de rire, la tête complètement rejetée en arrière. Hombre, t'es stupide! Ou alors j'ai jamais vu un cuistot comme toi. Vous n'aurez aucun problème avec moi. Tu sais faire marcher une friteuse? Bien sûr. Et le reste aussi, si vous en avez besoin. Un petit vénard, j'ai justement une place qui s'est libérée. Mon friturier a trébuché et plongé le bras dans la friteuse jusqu'au coude hier soir. Ce stupide bastardo. Hors-circuit pendant 2 mois, qu'ils disent. Alors peut-être que je vais te prendre à l'essai, voir comment tu t'en sors. 7 de l'heure en liquide. 15. Hein? Dans une autre vie, compadre. 10. Et je te parie 10 de plus que tu seras plus là demain. Milton savait que 10 $ était le taux actuel et qu'il n'obtiendrait pas plus. Ça marche. Tu peux commencer quand? Ce soir. Chapitre 2. Milton avait demandé à Gomez de lui recommander un hôtel. La suggestion de l'homme s'était accompagnée d'un sourire narquois. Il avait vite compris pourquoi. C'était un taudis. Une douzaine d'hommes étaient entassés dans un foyer qui pouvait à peine en accueillir la moitié. Il jeta son sac sur le lit répugnant qui lui avait été attribué et se doucha dans la cabine noire de crasse. Il regarda son reflet dans la glace fêlée. Sa barbe était épaisse et fournie, le noir argenté de mouchetures blanches, et sa peau arborait le bronzage que garantissait 6 mois à arpenter les routes d'Amérique latine. L'encre des ailes de l'ange tatouée sur ses épaules et dans son dos s'était légèrement estompée et se fondait dans le nouveau brun noisette. Il ressortit. Il se moquait de laisser ses affaires. Il savait qu'on fouillerait son sac pour voler tout ce qu'il y avait à voler, mais ce n'était pas un problème, il ne possédait rien de valeur, quelques vêtements de rechange et 2 ou 3 livres de poche. Il voyageait léger. Son passeport était toujours sur lui, 2000 $ coincés entre ses pages. Il tira un bout de papier de sa poche. Il lui avait été donné à Acapulco par un avocat américain qui s'était échoué sur les rives du Pacifique. L'homme vivait autrefois au Nouveau-Mexique et était venu à Juárez pour affaires. Il s'était rendu à des réunions pendant ses séjours et lui avait noté l'adresse. Milton demanda à un passant de lui indiquer le chemin. C'était à 20 minutes de marche. Il avait du temps devant lui, assez pour s'orienter correctement. Il se mit en mouvement. Il avait entendu parler de Juárez. Il savait que c'était la ville parfaite pour lui. Une ville meurtrie et ensanglantée, où il pouvait se fondre dans la masse et disparaître. Un autre touriste avait laissé un Lonely Planet sur le siège du car venant de Chihuahua, qu'il avait lu de la première à la dernière page. Autrefois, avec son industrie du tourisme dynamique, Juárez fourmillait d'activités et de travail. C'était différent aujourd'hui. Le flot de visiteurs d'antan n'était plus qu'un mince filet. L'attrait de la ville avait pâti de sa réputation d'endroit le plus meurtrier de la planète. On voyait partout dans les rues les signes d'une économie paralysée et vacillante. Milton passa devant le squelette en poutrelle d'acier d'un bâtiment. Des carrés de bâches claquaient au vent comme de la peau morte, la construction depuis longtemps à l'arrêt. Des voitures à l'état d'épave bordaient les rues, bon nombre avec la carrosserie criblée de balles et les pare-brises éclatés. Des chaussures accrochées au fil de téléphone voisin signalaient les points de vente illégaux, les picaderos, où les individus louches à qui elles appartenaient vendaient toutes sortes de substances illicites pour vous faire planer. Le tout écrasé sous le soleil incandescent du désert. Milton poursuivit sa route et pénétra dans un quartier résidentiel. L'air était chargé de poussière, de gaz d'échappement et de la puanteur âcre des égouts.
Il regarda en contrebas depuis la crête d'un lotissement précaire qui surplombait la colonia tentaculaire de Poniente. Il s'agissait d'un quadrillage de maisonnettes identiques, laides et bon marché, construites pour loger les ouvriers des usines vivant jusque-là dans des cabanes. Rangées après rangées, ces maisons étaient à présent vacantes et dévastées. Les ouvriers, incapables de payer le faible loyer, maintenant que des travailleurs asiatiques acceptaient des salaires encore plus bas que les leurs. Milton vit une rue où toute une rangée de maisons avait été réduite en cendres, des rectangles noirs marquant l'endroit où s'étaient dressés les murs. D'autres habitations avaient été taguées pour signaler les squats qui abritaient les fumeries de crack. Ces rues brouillonnes avaient été construites sur des marécages, et le parc destiné aux enfants était détrempé. Les reliquats d'une balançoire double rouillaient au soleil, perçant le sol boueux comme les os brisés d'un squelette. Milton prit le temps d'étudier l'immense panorama. Le centre-ville d'El Paso, juste de l'autre côté de la frontière, rappelait cruellement combien la ville était proche de la véritable prospérité. Il atteignit l'église en une demi-heure. Elle était entourée d'un haut grillage en fer et le portail était la plupart du temps fermé à clé, précaution rendue nécessaire après que des voleurs s'étaient une fois de trop infiltrés et barrés avec la quête. La pancarte qui pendait au grillage était la même que celle qu'il avait vue partout dans le monde. 2 A majuscules dans un triangle blanc, lui-même dans un cercle bleu. Il lui sembla qu'une éternité s'était écoulée depuis sa première réunion à Londres. À cette époque, il avait été mort d'inquiétude. Le risque de violer le secret défense, la peur de l'inconnu et surtout le fait de devoir admettre qu'il avait un problème qu'il ne pouvait résoudre seul. Il avait traîné pendant 1 heure avant d'avoir le cran d'entrer. Mais cela remontait à plus de 2 ans et les temps avaient changé. Il entra. Une grande pièce sur la gauche avait été transformée en crèche, où les parents qui travaillaient dans les usines pouvaient laisser leurs enfants pendant la journée de boulot. La pièce accueillant la réunion était pareillement dépouillée. Une table devant, des chaises pliantes disposées autour. Des affiches vantaient les bénéfices de la sobriété et l'aide que pouvaient apporter les 12 étapes pour y parvenir. La réunion avait déjà commencé. Une douzaine d'hommes buvaient en silence du café dans des tasses en plastique pendant que l'animateur racontait son histoire. Milton prit une chaise libre près du fond et écouta. Quand l'homme eut terminé, la parole fut donnée aux autres pour qu'ils partagent leur propre expérience. Milton attendit une pause et dit en espagnol « Je m'appelle John et je suis alcoolique ». Les autres le saluèrent et attendirent qu'il parle. « Cela fait 890 jours que je n'ai pas bu. » Applaudissements. Pourquoi on ne peut pas boire comme des gens normaux? C'est ça la question. Pour moi, c'est la culpabilité. Ce n'est pas original, je le sais, mais c'est ce qui me pousse à boire. Certains jours, quand je me rappelle les choses que je voulais oublier en buvant, j'ai le plus grand mal à ne pas m'approcher de la bouteille. J'ai passé 8 ans dans un boulot où je faisais des choses dont je ne suis pas fier. Des choses affreuses. Tous ceux que je connaissais alors buvaient. Ça faisait partie de la culture. J'ai fini par comprendre pourquoi. On se sentait tous coupables. J'avais honte et je détestais la personne que j'étais devenue. Alors je suis venu ici et j'ai franchi difficilement les étapes, comme nous tous. La 4e étape, procéder sans crainte à un inventaire moral approfondi, a été la partie la plus difficile. Je manquais de feuilles pour écrire toutes les choses que j'avais faites. Puis, l'étape 8, réparer nos torts envers les personnes que nous avons lésées, eh bien, ce n'est pas toujours possible pour moi. Certaines ne sont plus là pour que je leur fasse mes excuses. Alors, à la place, j'ai décidé d'aider des gens, d'essayer de servir à quelque chose. Ces gens que le sort n'a pas épargnés, qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls, je me suis dit que peut-être je pouvais les aider. Il y avait cette jeune mère célibataire. C'était à Londres, avant que je vienne ici. Elle bataillait avec son fils.
Il était jeune et entêté, et il était sur le point de faire quelque chose qui aurait foutu toute sa vie en l'air. Alors j'ai essayé d'aider. Mais c'est allé de travers. J'ai commis des erreurs et ils en ont payé le prix. Ça m'a encore plus bousillé. Quand les premières personnes que j'essaie d'aider finissent dans une situation pire que celle dans laquelle je les ai trouvées, qu'est-ce que je suis censé faire alors? Il s'interrompit, la gorge nouée. Il n'avait encore jamais parlé de Rutherford et Sharon. L'un mort, l'autre brûlé. Il se sentait responsable des deux. Qui d'autre pourrait-il blâmer? Et Elijah? Quelle chance le garçon avait-il maintenant, après tout ce qui lui était arrivé? C'était probablement lui qui avait trouvé le corps de Rutherford. « Tu ne peux pas te rendre responsable de tout, » dit l'un des autres. Milton hocha la tête, mais il n'écoutait pas vraiment. Je devais quitter le pays, m'éloigner de tout. D'aucuns diraient que je fuis mes problèmes. C'est peut-être vrai. J'ai voyagé, 6 mois, à travers toute l'Amérique latine. J'ai aidé quelques personnes en chemin, pour des petits problèmes. J'ai fait de mon mieux, et dans l'ensemble, je crois que je leur ai servi à quelque chose. Mais j'ai surtout passé ces 6 mois à réfléchir, à la direction que prend ma vie, à ce que je vais en faire. Est-ce que je connais déjà la réponse à ces questions? Non. Mais je m'en rapproche peut-être. Milton se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Les autres le remercièrent d'avoir partagé son expérience. Un autre homme se lança, à son tour. Les réunions représentaient une heure de paix qui invitait à la méditation, pendant laquelle il pouvait se fermer à la clameur du monde extérieur. Ignorer ses souvenirs, le sang sur ses mains. Il ferma les yeux et laissa les mots le traverser. Chapitre 3. L'homme qu'on appelait El Patron avait dépassé les 70 ans, mais paraissait plus jeune. Il avait souvent eu recours à la chirurgie esthétique ces 10 dernières années. Ce porc de Calderón aurait payé une coquette somme pour sa capture. La prime était de 10 millions de dollars aux dernières nouvelles, et il avait dû se transformer physiquement. C'était justement le but des quelques premières opérations. Remodelage du nez, transplantation de nouveaux cheveux et redressement et blanchiment des dents. Seule la vanité avait dicté les opérations récentes. Lissage des rides du visage par un lifting, injection bimensuelle de botox pour retendre son front, de fillers dans les joues. Dans une profession comme la sienne, où la mort n'est jamais loin, il éprouvait une certaine satisfaction à pouvoir, superficiellement du moins, faire un pied de nez au temps qui passe. Il s'appelait Felipe González, un nom que plus personne, en dehors de sa famille, n'utilisait. Il était El Patron, ou parfois El Padrino, le parrain. Un homme de taille moyenne, 1,72 m, qui se grandissait de 2 ou 3 centimètres avec des bottines à talons cubains. Il était trapu, une carrure puissante qu'il avait héritée de son père, chevrier dans les montagnes de la Sierra Madre, où il possédait encore une de ses nombreuses résidences, et où il avait appris à cuisiner la méthamphétamine, à cultiver le pavot à opium et à déplacer des chargements sans être détecté. Il avait de grandes mains d'ouvrier, de petits yeux foncés et des cheveux teints dans un noir des plus purs, aussi noir que l'encre ou les plumes d'un corbeau. Il ouvrit la porte du laboratoire. Les travaux étaient presque achevés. Le matériel qu'il achetait depuis bientôt 6 mois, acquis avec prudence et discrétion auprès de différents fournisseurs dans le monde, avait été installé. La pièce mesurait 200 mètres carrés, avec des sols et des murs en béton fraîchement coulés, le tout maintenu aussi propre que possible. L'appareil le plus imposant était une immense cuve de réaction de 1200 litres en acier inoxydable qui avait été placée au cœur de ce vaste espace. Il y avait des cuves distinctes pour les autres procédés et une presse hydraulique pour finir le produit. Le système de filtration ultramoderne avait été acheté auprès d'une entreprise de recherche médicale en Suisse et avait coûté $250 000 à lui seul.
Il y avait de grands réservoirs pour les différents composants: éphédrine, phosphore rouge, soude caustique, chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, hydroxyde d'ammonium et autres produits chimiques que Felipe ne connaissait pas et ne voulait pas chercher à comprendre. Il ne s'intéressait pas à l'exploitation du laboratoire en elle-même. Il avait engagé un chimiste à cette fin, un homme d'une grande entreprise pharmaceutique cotée qui estimait ne pas recevoir un salaire à la hauteur de ses talents. Felipe pouvait apaiser tous ses doutes sur ce plan. Il ferait de lui un millionnaire. Felipe se voyait comme un expert en goût et préférences de sa clientèle, et il considérait que la meth était la drogue de l'avenir. Il avait un peu tardé à s'y mettre, mais cela allait changer désormais. Il en avait assez vu et ressorti. Il se trouvait en altitude dans les montagnes. Il faisait une chaleur étouffante dans le laboratoire, mais l'air était frais et pur. C'était l'endroit idéal pour cette opération. Le seul moyen d'accéder au laboratoire était d'emprunter une route vertigineuse qui s'enroulait lentement autour du flanc de la montagne, avec, sur la droite en montant, un profond ravin qu'aucun parapet ne protégeait. Il y avait des bergers et des chevriers tout au long de la route, chacun muni d'un talkie-walkie fourni par Felipe. Dans le cas improbable où un véhicule inconnu chercherait à atteindre le sommet, ils appelleraient et les sicarios, assurant la sécurité du laboratoire, prendraient position et, au besoin, empêcheraient toute avancée. Le gouvernement avait annoncé haut et fort la fermeture des opérations de ce genre, mais Felipe n'était pas inquiet. Il savait que cette rhétorique était nécessaire pour satisfaire le public. Mais jamais il ne pourrait transformer ces belles paroles en actes. Il lui faudrait des hélicoptères et des centaines d'hommes. Cela n'en valait pas la peine. Son second, Pablo, était derrière lui. L'homme était aussi fidèle qu'un chien, aimait peut-être un peu trop la poudre blanche, mais il était généralement très fiable. « C'est fait, El Patron, » dit-il. « Tu as parlé à Adolfo ?»« Oui. »« Ça s'est bien passé ?»« Apparemment, ils les ont tous tués. L'un d'eux était encore en vie. Adolfo lui a coupé la tête et a posté la vidéo sur YouTube. » Felipe marqua son irritation d'un grognement. Son fils avait une faiblesse pour les coups d'éclat. Il y avait un moment et un lieu pour le sensationnel, un passage pratiquement obligé parmi les plus jeunes narcos ces jours-ci, mais Felipe préférait un peu plus de discrétion. Pablo remarqua la désapprobation de son patron. « Ce sera un message pour les Italiens. »« Oui, » répondit brièvement Felipe. « Pinche putas, les traîtres, ça leur pendait au nez. » La Frontera faisait des affaires avec eux depuis 5 ans, et jusqu'à récemment, la relation avait été fructueuse et mutuellement bénéfique. Les Italiens avaient besoin de ces drogues et de sa capacité à leur faire franchir la frontière. Il avait besoin de leur circuit de distribution. Au cours des derniers mois, ils avaient surestimé sa dépendance vis-à-vis d'eux et sous-estimé leur dépendance vis-à-vis de lui. Il avait tenté de leur ouvrir les yeux, mais ils étaient têtus, persistaient dans leur erreur et en réclamaient sans cesse davantage. Au bout du compte, il avait dû se retirer de l'arrangement. Ce devait être sans appel et donner une idée des conséquences qui s'ensuivraient s'il n'acceptait pas sa décision. En dépit du cinéma superflu de son fils, il avait au moins obtenu l'effet escompté. « Qu'en est-il des gringos ?»« On s'en occupe, » répondit Pablo. « L'avion les prendra demain matin. Ils arriveront le soir à Juarez. J'ai pensé que vous pourriez conclure l'affaire avec eux là-bas, puis les amener ici par avion pour qu'ils voient tout ça. » « Ils seront à coup sûr impressionnés, non ?»« Bien sûr, El Patron. Comment ne pas l'être ? » « Autre chose ?»« Il y a bien une autre chose, El Patron. Votre fils dit qu'ils ont localisé les journalistes. »« Lesquels ? Redis-moi. »« Les blogueurs. »« Ah, oui. » Il se rappelait, ces articles irritants qui promettaient de révéler leurs affaires. Ils étaient de plus en plus lus, ici et à l'étranger, et Felipe ne pouvait accepter que ça perdure. « Qui sont-ils ? »
Un homme et une femme, jeunes. Nous avons localisé l'homme. Hijo de putain. Occupe-toi d'eux, Pablo. C'est en cours. Chapitre 4. Caterina Moreno observa l'immensité du désert. Le vent lui fouettait du sable au visage. Elle se trouvait en périphérie du bidonville de Lomas de Poleo, dans l'arrière-pays de Ciudad Juárez, et il était encore tôt. Il s'était faufilé à travers un grillage pour pénétrer dans un terrain notoirement associé avec le cartel La Frontera. Elle était en compagnie d'une trentaine d'autres personnes, des femmes pour la plupart. Ils appartenaient à un groupe d'action créé dans le but d'essayer de retrouver les corps des jeunes filles qui disparaissaient des rues de Juárez. Caterina était jeune et jolie, avec son visage à l'ossature délicate et ses longs cheveux noirs de jais brillants hérités de sa mère. Elle avait de grands yeux verts, capables de lancer des flammes quand elle s'emportait. Le regard dans le vague, elle réfléchissait à l'article qu'elle était en train d'écrire, soupesant minutieusement les angles d'approche, les suites à donner et les conséquences. Elle avait déjà le titre de sa publication, La ville des filles perdues. C'était ainsi que certains appelaient Juárez ces temps-ci, ou encore la capitale du crime. Tous les jours, des gens mouraient dans les guerres entre trafiquants de drogue. Plus de 700 cette année, et Pâques était encore loin. Caterina était obsédée par ces guerres. Elles formaient la base du blog del Borderland. Article après article sur les cadavres mutilés laissés au vu de tous dans les terrains vagues de la ville, les fusillades au volant transperçant les SUV de centaines de projectiles, les bébés bouillis dans des barils d'essence parce que leurs parents refusaient d'obéir, les corps pendus à des ponts ou à des lampadaires. Des fosses étaient découvertes partout en ville, des dizaines de corps exhumés, les morts rampant hors de leurs trous. Sans oublier toutes les vidéos horribles postées sur YouTube et Facebook qui montraient torture et démembrement, des avertissements lancés par un cartel à un autre, des messages destinés au gouvernement et aux policiers non corrompus ainsi qu'au peuple mexicain. Nous sommes aux commandes. Cette ville nous appartient. Caterina parlait de tout cela dans ses articles. 3000 publications qui avaient progressivement pris de l'ampleur et trouvé un rythme, à tel point que son blog del Borderland attirait 100 000 visiteurs chaque jour. Elle avait un public, à présent, et elle était résolue à l'éduquer. Les gens devaient savoir ce qui se passait ici. La ville des filles perdues. Elle ne cessait d'y revenir. La guerre entre cartels était le récit dominant de Juárez, mais il y avait aussi d'autres histoires, noyées dans la masse, des histoires cachées, et celle à laquelle elle s'intéressait plus que tout. Au cours des 5 dernières années, 300 femmes et filles, en majorité des adolescentes de 15 ou 16 ans, avaient été enlevées, alors qu'elles rentraient chez elles des maquiladoras, qui avaient éclos comme des champignons le long des rives sud du Rio Bravo. À la faveur d'accords commerciaux unilatéraux, les multinationales s'étaient précipitées pour tirer profit des salaires ridicules comparés à ceux qu'elles devraient verser à leurs employés au nord de la frontière. Ateliers clandestins et usines tournaient pareillement grâce aux jeunes femmes venues de tout le pays dans l'espoir d'un salaire régulier et d'une vie meilleure. Ces filles étaient des moins que rien, des fantômes anonymes qui erraient dans la ville. Le genre de femmes qui ne manquerait à personne. Certaines étaient enlevées en pleine rue, d'autres dans des bars, attirées dans des hôtels et des clubs et d'autres lieux de rendez-vous par la promesse d'un travail, d'argent ou d'amour, ou juste d'une soirée où elles pourraient oublier le dur labeur abrutissant qui formait leur quotidien. Personne ne les revoyait vivantes. Leurs corps étaient abandonnés sans aucune tentative de dissimulation. Jetés dans des parcelles en friche, dans des buses et des fossés, précipités de véhicules et laissés dans le caniveau. Les assassins s'en moquaient et ne faisaient rien pour cacher leur agissement. On ne retrouvait pas toutes les disparues, et des parents désespérés collaient des affichettes sur les abribus et les murs.
Caterina photographiait les affiches, les publiait toutes et notait les informations. Elle en avait tout un carnet. Nom, âge, date. Caterina savait qu'il ne trouverait pas celle qu'il cherchait ce matin, Maria. Son corps réapparaîtrait un jour dans un lieu très similaire à celui-ci. Elle était venue pour écrire un article sur les recherches. Elle prit des photos des participants qui fouillaient le sable parsemé de déchets et les roches brûlantes, en quête du moindre indice susceptible de confirmer l'idée qu'ils avaient sûrement déjà dû accepter. La fille était morte. Ils cessèrent les recherches pour la matinée et rejoignirent l'endroit où ils avaient garé leur voiture. De jeunes femmes émergeaient de leurs cabanes et de leurs huttes, blotties sur le bord de la route, en attendant les bus qui les conduiraient aux usines. Chapitre 5. 6 heures plus tard, Caterina était assise devant son portable et attendait avec fébrilité une réponse à son dernier message. Elle se mordit la lèvre, anxieuse. Le curseur continua à clignoter, mais toujours pas de message. Elle passa ses doigts dans ses longs cheveux noirs, grimaça en regardant l'écran. Elle avait fait peur à la fille. Elle avait trop insisté pour qu'elle lui raconte son histoire. Était allée trop vite, s'était montrée trop impatiente. Et maintenant, elle l'avait perdue. Et merde! D'un coup de pied, elle repoussa légèrement sa chaise du bureau et tendit les bras au-dessus de sa tête. Elle se sentait fatiguée et courbattue. Elle avait passé 6 heures à son bureau, plus ou moins, hormis une pause de 5 minutes à midi pour aller au resto du coin s'acheter des gorditas et des quesadillas et revenir les manger devant son écran. Les emballages étaient encore par terre, à côté de la poubelle pleine à craquer où elle les avait jetés. La journée d'hier avait été pareille, et elle n'avait pas non plus beaucoup dormi cette nuit. Quand elle était au beau milieu d'un reportage comme celui-ci, elle se laissait dévorer. Elle savait que c'était une erreur qu'elle n'était pourtant pas prête à corriger. Raison pour laquelle elle n'avait ni petit ami ni mari. Il faudrait un type d'homme bien particulier, très patient et très compréhensif, pour supporter une femme qui ne s'intéressait qu'à une seule et unique chose, au point d'en oublier de se laver, de manger sainement, de sortir, de faire quoi que ce soit qui n'ait pas pour but de faire progresser son reportage. Mais il devait en être ainsi, se rappela-t-elle. Le reportage primait tout. Les gens devaient être informés. Le monde devait apprendre ce qui se passait à Ciudad Juárez. Elle travaillait dans le salon de son 2 pièces. Les murs étaient couverts de grandes feuilles de papier sur lesquelles elle avait gribouillé des idées d'articles, à côté de schémas établissant la hiérarchie des cartels. Une liste de 300 noms de femmes figurait sur l'une d'elles. Une grande carte était accrochée à la droite du bureau, 300 punaises enfoncées dans le mur pour marquer les endroits où les corps avaient été retrouvés. Son MacBook Pro d'occasion était posé au milieu d'un tas de papiers, de livres et de notes griffonnées. Un iMac antédiluvien, peu fiable, était perché au coin du bureau, un document WordPress affiché à l'écran. Des fenêtres réduites s'ouvraient sur des pages de résultats de recherche et d'articles, le tout acheminé par le Darknet pour que sa présence reste anonyme et qu'il ne soit pas possible de remonter jusqu'à elle. Elle ignorait si les cartels étaient assez doués pour pister les empreintes numériques du site du blog d'El Borderland jusqu'à cet appartement dans le barrio. Mais le gouvernement en était capable. Et vu que la majeure partie des fonctionnaires étaient à la solde des cartels, il valait mieux pour sa sécurité qu'elle ne se montre pas nonchalante. Elle en était sûre, autant qu'elle pouvait l'être. Rien de ce qu'elle écrivait ne permettait de remonter jusqu'à elle. Et son anonymat, protégé derrière une série de pseudos en ligne, était garanti. Le vrai danger venait de contacts comme celui-ci, avec une fille effrayée quelque part en ville. Elle devrait faire tomber sa couverture si elle voulait écrire son article, et seul son instinct l'amenait à croire à la probité de cette fille. Mais le sujet était énorme. Le risque en valait la peine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.